Alors, bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour le Fashion Expert Report. C'est un concept inédit avec des conseils, des méthodes et des outils à destination de porteurs de projets qui veulent créer leur première collection et également d'entrepreneurs qui évoluent dans les secteurs de la mode, du luxe et de la beauté. Aujourd'hui, on est en compagnie de Gabriel Cam, qui est le cofondateur de l'agence digitale KNR. Bonjour Gabriel, comment vas-tu? Bonjour Amata, ça va très bien et toi? Ça va très bien, je te remercie. Je te remercie d'avoir accepté mon invitation à participer à cette interview. Et on va commencer comme d'habitude de manière assez simple. Tu vas nous parler un petit peu de toi, de ta carrière et de ton profil pour qu'on puisse un petit peu faire connaissance avec toi. Ok, super. Ravi d'être là. Merci pour l'invitation. Donc moi je m'appelle Gabriel Cam. Je suis le cofondateur de l'agence KNR. Donc on est une agence digitale basée sur Paris en France. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne les marques du monde de la mode, du luxe ou de la beauté dans leur stratégie e-commerce. Donc voilà, c'est un petit peu ce qu'on fait. On a créé l'agence en 2016 et là ça marche assez bien. Et de base, moi, j'ai une formation un peu plus technique. Donc à la base, je suis développeur, donc je suis ingénieur en développement. Donc voilà, de développeur, je suis passé freelance, je suis passé expert marketing. Et du coup, on a créé l'agence avec mon associé Antoine Roffleur, qui est plus du côté graphique. Ok, je te remercie de nous avoir expliqué tout ça et c'était bien de revenir un petit peu sur ton background en fait. Donc, tu as une vraie Mhm, expertise technique en fait de la réalisation de sites internet, de développement informatique et c'est cette c'est ça. expertise-là qui t'a mené en fait, donc de ce que je comprends, tu as travaillé sur différents projets, tu as été freelance et à un moment donné, tu as voulu te mettre à ton compte en fait. Ouais, c'est ça. En fait, moi, de base, l'informatique et le développement, c'est vraiment une passion. J'ai vraiment commencé ça même avant d'y réfléchir à une carrière ou même de monter une boîte. C'était un concept qui était juste étranger pour moi. Sauf que j'adorais l'informatique, j'adorais développer depuis que je suis gamin, quoi. C'était vraiment, je faisais ça au collège, au lycée. Et ça s'est transformé en carrière, en passion, et là, ça en devient vraiment mon métier à temps plein. Ok, et du coup, est-ce qu'aujourd'hui, tu fais toujours du développement? J'ai plus trop le temps d'en faire, on va dire. C'est une passion, mais je le fais pour moi. J'automatise beaucoup de mes tâches quotidiennes avec des programmes que moi je peux créer pour moi-même. Donc c'est beaucoup plus un travail qui est personnel. Mais pour les clients et pour les projets qu'on a à l'agence, non, j'ai plus le temps. On a la chance aujourd'hui d'avoir quand même pas mal de clients, ce qui fait que ça nécessite d'avoir une équipe. Et je préfère leur laisser la responsabilité de pouvoir développer. Donc non, je ne touche plus trop au code aujourd'hui dans le cadre de l'agence. Ok, très bien. C'est intéressant en tout cas de partager ça parce que bien souvent, quand on démarre avec une passion et qu'on monte son agence, les premiers projets, on a les mains dedans, on a vraiment les mains dans le cambouis. Mhm, Puis ensuite, en tant c'est que, ça. je dirais, leader dans l'entreprise, on va commencer à déléguer des tâches. Et finalement, je me dis, ce qui te reste toi quand tu codes, c'est vraiment pour ton plaisir en fait. C'est pas parce que tu le fais dans le cadre d'une mission. C'est ça. En fait, c'est assez marrant parce que effectivement, je code pour le plaisir, je code pour d'autres projets que je lance à côté, mais pour l'agence, je me suis rendu compte que c'était mieux pour moi en fait de me forcer à ne pas coder, ce qui est très compliqué quand on est un développeur de passion. Mais je me suis forcé à ne pas coder parce qu'il fallait que je laisse à mon équipe la possibilité de faire des erreurs, d'apprendre et d'évoluer. Plutôt parce qu'avant j'avais tendance à venir voir le code et à tout corriger tout seul, sauf que bah du coup je devenais trop, enfin on va dire que ma présence devenait enfin j'étais trop dépendant en fait, les process étaient trop dépendants de moi et du coup l'équipe pouvait pas non plus évoluer, ils perdaient en confiance en eux, donc c'était intéressant pour moi de les laisser vraiment développer. Donc ouais, c'est une position à prendre quand on veut gérer une agence comme ça et laisser les gens avoir leur indépendance. En tout cas, je te remercie de partager ça avec nous parce que parfois, quand on est en position de leadership, on ne va pas forcément parler peut-être de difficultés qu'on a eues d'un point de vue managérial à pouvoir prendre du Mhm, recul et laisser la main à ses collaborateurs et vraiment se mettre en retrait. Et bien souvent, c'est un exercice qui est extrêmement difficile à faire en fait. Toi, comment ça mhm. s'est fait Du coup, je vais me permettre de poser des questions là-dessus parce que je trouve ça super Bien sûr, intéressant. vas-y. Toi, du coup, tu t'es retrouvé dans une situation où tu as des collaborateurs qui t'ont dit clairement, mais écoute, Gabriel, merci, mais non merci, je vais gérer ce code tout seul. Est-ce que tu t'en es rendu compte par toi-même et tu t'es dit, non, mais là, je suis je suis limite intrusif, donc il faut que je recule. Comment est-ce que ça s'est passé, en fait? Alors, non, j'ai pas eu, j'ai pas eu de gens de l'équipe qui m'ont renvoyé tranquillement aller me faire paître. Ça s'est pas passé comme ça. Je pense que je m'en suis rendu compte de deux manières. La première, c'est que je me suis rendu compte que j'avais des standards différents et que ma manière de penser était différente de mon équipe et c'était aussi différent de ce que les clients attendaient. Et je me suis rendu compte que des fois, les feedbacks que je pouvais donner à mon équipe sur des codes ou des choses de faire, euh,
n'avait pas de sens dans le monde du projet et dans la délivrabilité en fait du projet client. Et en fait, je me suis rendu compte que finalement, ce que je pensais, c'était pas forcément la vérité et que j'avais tout intérêt finalement à laisser les gens qui étaient vraiment dans le projet prendre les décisions. Ça, c'était la première chose que je me suis rendu compte. Et la seconde, je crois que c'est juste en fait, je me suis rendu compte que j'avais plus le temps en fait. Je prenais trop de temps à aller voir chaque projet un par un et finalement en fait je bloquais tous les process et c'était juste plus faisable pour les clients, pour l'équipe et, euh, et donc du coup je me suis dit bah en fait non je peux pas continuer comme ça quoi. Il faut que je laisse la possibilité aux gens de faire leur travail et j'ai été agréablement surpris de me rendre compte que quand on laisse les gens, quand on donne confiance aux gens, ils nous surprennent en général de manière positive. Donc j'ai eu d'agréables surprises. Donc c'était un petit risque de mon côté de, voilà, de lâcher prise. Mais ça, voilà, ça a bien été récompensé par la suite par ce qui s'est passé. Donc c'est assez positif. Eh ben écoute, c'est une super leçon que tu partages avec nous là dès le début. C'est super intéressant de pouvoir partager ça parce que vraiment, il y a vraiment des managers qui mettent des années en fait à réaliser ça et qui restent Mhm. enfermés dans des positions de je vérifie tout, je suis petit chef et en fait qui n'arrivent pas à faire évoluer leurs collaborateurs et qui aussi n'arrivent pas à faire évoluer leur business parce que là tu C'est parles ça. aussi d'efficience en fait de ton business et qu'à un moment donné c'était nuisible pour le développement de ton activité et c'est pour ça que à un moment donné au final, et là, sous tant mieux, mais ce qui va nous guider, c'est aussi le développement de notre business et le chiffre d'affaires. Et si on se rend compte qu'on a Mhm. une méthodologie qui risque de nuire à notre business, bah, il y a un moment où on se dit, bon, bah, on change de chemin, c'est pas la bonne direction. Euh, Exactement. Et comme tu dis, si on regarde vraiment les chiffres du CA, on se rend compte que si on veut scaler, faire croître l'agence, on ne peut pas se permettre d'être dans l'opérationnel. Après, il y a différentes manières de gérer un business, hein. Je connais des gens qui gèrent des business qui font peut-être moins grossir que moi et ils ont la possibilité d'avoir la main dans le cambouis. Mais la vision que j'ai, effectivement, c'est de pouvoir laisser les gens travailler et c'était plus possible si j'étais dans l'opérationnel. Il fallait vraiment que je m'extirpe, en fait, au maximum de l'OP pour pouvoir gérer l'agence comme je le voulais. Donc, ça va aussi avec, effectivement, la vision que j'avais de l'agence et forcément le CA que je voulais obtenir. Ok, super, bah super d'avoir partagé ça avec nous. Maintenant, on va un peu rentrer dans le vif du sujet justement de l'agence en fait, parce que quand on parle d'agence web, agence digitale, en fait, il y a plein de missions derrière qu'on ne comprend pas Mhm. forcément parce que c'est du vocabulaire assez technique. Et puis parfois, on se dit, qui dit agence dit cher et dit non mais moi j'ai pas les moyens de me payer une agence. On a un petit peu des a Mhm. priori comme ça. C'est en fait ils mettent digital, ils mettent web et c'est des mots un petit peu entre guillemets poubelle où il y a plein de choses à l'intérieur, on ne sait pas vraiment ce qu'ils font et en plus c'est Mhm. cher. Est-ce que toi, tu peux prendre le temps de nous expliquer un petit peu, ben, effectivement, c'est quoi les différentes missions de ton agence et comment est-ce que tu accompagnes en fait des marques dans leurs projets digitaux et web? Ok. Donc effectivement, donc nous on se définit comme une agence digitale spécialisée e-commerce pour les marques de mode, luxe et beauté. Donc on a vraiment choisi d'avoir cette niche en termes de secteur et en termes de, euh, de compétences parce que c'est ce qu'on fait le mieux. Et ce qu'on fait, c'est qu'on accompagne des marques dans leur e-commerce. Ça paraît un peu vague comme ça, mais parce qu'en fait, il y a plusieurs sujets. Et on va dire que les missions pour lesquelles on est le plus souvent appelé, ça va être, par exemple, soit une marque nouvelle ou existante qui a besoin de recréer ou faire une refonte de son site e-commerce. Donc, soit, par exemple, ils changent de plateforme, voilà, ils passent d'une plateforme type Wix qui était bien pour démarrer, mais leur CA explose, donc ils veulent passer à un truc type Salesforce ou Shopify. Ou alors ils avaient une marque qui avait commencé avec une certaine identité graphique et là finalement avec la maturité du projet ils ont besoin de se redéfinir sur un marché, donc revoir un petit peu tout leur code graphique. Donc là on va être aussi appelé pour repenser un peu ce qu'on appelle leur identité de marque. Ça c'est vraiment voilà pour les marques qui nous appellent vraiment orientées e-commerce, création de site. Et après, pour des marques un peu plus matures avec qui on peut travailler, ça va être plus pour le lancement de campagne. Par exemple, là, on a une marque qui nous a appelé, bah voilà, cette année, on va lancer, mettons, un nouveau sac, ou alors une nouvelle collection de t-shirts, ou alors une nouvelle ligne de crème pour la peau, et on a besoin de vous pour imaginer déjà un concept de campagne. Donc voilà, partir d'un produit et imaginer voilà comment est-ce qu'on en parle. Donc imaginer ce concept de campagne et ensuite le mettre en place sur les supports digitaux qu'on a à disposition. Donc ça peut être le site internet, ça peut être les réseaux sociaux, ça peut être de la presse. Donc ça c'est voilà, donc ça c'est quand une marque est déjà mature et nous appelle pour, on va dire, agir sur un projet particulier.
Et après, la troisième typologie de clients, ça va être des gros clients, des gros groupes qui ont tellement de trucs à gérer ils ont besoin en fait de renforts très spécifiques sur des missions. Et là, on va plus poser des profils. Par exemple, là, on a un client qui avait besoin en fait, ils avaient une personne qui était partie chez eux. Ils avaient besoin de quelqu'un ou d'une structure pour reprendre la gestion de leur campagne emailing. Du coup, on a pu intervenir avec eux en termes de consulting pour leur aider à essayer de cadrer le projet. Et après, on a placé un consultant chez eux qui les aide en fait tous les jours comme un employé finalement et qui permet du coup de gérer leur campagne pour eux. Donc, c'est une personne qui va avoir une expertise sur une technologie et un marché donné et qui va leur permettre de mettre en place les bonnes pratiques en termes d'organisation de travail et ensuite en termes de délivrabilité pour leurs clients à eux. Donc voilà, donc nous, parce que c'est vrai que dans le digital, il y a quand même beaucoup de choses à faire. Nous, on essaie de se limiter au e-commerce, mais même le e-commerce, dans ce que c'est plein de choses. Ça peut être le site web, comme on l'a vu, ça peut être le design, ça peut être la campagne de marketing, ça peut être l'email. Donc voilà, c'est pour ça que nous, on a plusieurs services à l'agence, mais on est toujours dans le monde de ce qu'on appelle les marques d'exception. Donc voilà, des marques de mode, beauté, luxe, où on a des beaux produits. Et on va dire que c'est un peu les mêmes aussi typologies de clients derrière. Et c'est un marché que nous, on connaît. Donc on se sent légitime à pouvoir les aider. Si on était appelé par une agence de BTP pour faire la promo de leur nouveau projet de real estate, je ne sais pas si on serait capable de proposer la même qualité de travail. Ok, bah écoute, je te remercie en tout cas d'avoir pris le temps de bien exposer de manière claire en fait les différentes missions pour lesquelles on peut te solliciter parce que du coup ça permet Mhm. vraiment d'appréhender de manière plus claire en fait les différentes missions. Et puis après c'est Mhm. intéressant en termes de stratégie ce que tu évoques à un moment donné vous avez choisi une verticalité, le e-commerce, vous avez choisi aussi une verticalité en termes de secteur, mode, luxe, beauté et vous êtes spécialisé là-dedans. Et c'est vrai que ça Mhm. permet de définir un peu son persona, sa cible de client et d'être expert vis-à-vis de ce persona. Et même quand on est entrepreneur et qu'on veut lancer un produit dans la mode, c'est un peu la même logique en fait. De prétendre qu'on va faire un produit qui va aller pour tout le monde, en fait, c'est pas vrai, on Mhm. n'arrive pas forcément à bien le faire. Et là, ton exemple, il était super pertinent de dire, en fait, aujourd'hui, cette expertise, elle fait que ça vous ramène aussi des clients, en fait, C'est ça. des clients qui sont pertinents par rapport à ce dans quoi vous avez de l'expertise, plutôt que de dire, on va faire un peu de restauration, on va faire un petit peu de BTP, Mhm. on va faire un petit peu de mode. À la fin, finalement, on peut perdre en pertinence. Et je trouve que cette réflexion-là, elle marche, quel que soit le business, en fait. À un moment donné, il vaut mieux être niché et se développer plutôt que d'aller dans tous les sens. Du coup, sans nous donner des idées de, je sais pas, de prix ou de délai, mais demain, en fait, on a envie de te solliciter. Quels sont un petit peu les prérequis? Qu'est-ce que tu regardes? Parce que moi, je pense que on choisit un freelance ou une agence, c'est un peu un mariage, en fait. Et donc, il faut que Mhm. des deux côtés, en fait, il y ait la volonté de s'engager, de travailler ensemble. Donc, quels sont, toi, en fait, les prérequis? Qu'est-ce que tu regardes pour te dire, tiens, ce projet-là, on va le prendre et puis on va pouvoir bien réussir la mission? Mhm. Euh, je dirais que le premier truc qu'on va regarder, c'est à quel point le client a l'air sérieux. Parce Okay. que dans tout projet, travail qu'on va recevoir, avant de pouvoir vraiment commencer le vrai projet et du coup commencer à facturer, faire de l'argent, il y a de l'avant-vente. À un moment où on va vouloir discuter avec le client, comprendre le besoin, des fois, pourquoi pas faire des petits livrables pour convaincre le client, etc. Et si on n'est pas convaincu que ça peut effectivement convertir dans un projet, on va pas pouvoir en fait prendre ce temps-là en amont. Et ce temps-là en amont, on le prendra pas si on n'est pas sûr que le client est sérieux. Donc voilà, quand c'est des marques déjà établies ou des gros groupes, voilà, on sait que le projet il va se faire, à moins que le budget soit coupé, mais il y a très peu de chances que demain la personne ne plus au téléphone, quoi, ça va se faire. Mais c'est vrai que là, cette année, on a reçu pas mal d'emails de gens qui étaient en début de boîte, qui étaient en train de créer ou alors de se pivoter. Et il y a pas mal d'emails auxquels on n'a pas répondu, ou alors on a répondu de manière négative parce que on savait pas si en faisant l'effort de comprendre leurs besoins, de travailler sur un concept, de travailler avec eux, on ne sait même pas si derrière le projet va vraiment devenir une réalité. Donc, je Okay. pense que quand on contacte une agence, surtout quand on débute ou quand on n'est pas encore établi, c'est important de montrer qu'on est sérieux dans ce qu'on fait et qu'on a vraiment envie de lancer un projet à la date à laquelle on veut la faire. Parce qu'il n'y a rien de pire pour nous que de travailler pendant un mois sur un projet de prévente et qu'en fait le client dit bon finalement
je sais pas, je déménage et du coup, le projet, je le ferai l'an prochain, quoi. On a bossé pendant un mois et en fait, du coup, il y a rien puis qu'on n'a rien facturé. Donc, en général, ces projets-là, on essaie de l'identifier assez tôt par rapport au sérieux de la personne. Et si on se rend compte qu'il y a peu de chances que le projet se concrétise, on fait même pas l'effort en fait d'aller voir plus loin et d'essayer de se projeter dessus. Donc, je pense que la première étape, effectivement, c'est montrer du sérieux. Ça va être dans la manière dont on contacte l'agence, ça va être dans la manière dont on prépare son premier call avec l'agence, quel élément on a sous la main, etc. Quelle équipe on a aussi autour. De toute façon, dans tous les cas, je pense que n'importe quel projet, il faut du sérieux et de la rigueur pour que ça se passe bien. Et nous, on va vraiment faire attention à ça quand on reçoit une nouvelle demande d'un client. Ok, donc super intéressant que tu évoques ça parce que parfois, on va commencer à chercher ses partenaires très très tôt dans la réflexion sur le Mhm. projet, alors qu'on n'a Mhm. pas encore d'éléments viables et dans la mode, ça va être avoir un premier échantillon de conformité à présenter, même si et donc on a fait en sorte d'un point de vue légal de tout verrouiller parce que parfois il y a certains créateurs qui ont peur de présenter les éléments, ils ont peur de fuite, mais il faut pouvoir présenter des éléments concrets. Mhm. L'analyse du marché pour se dire voilà comment on se positionne sur le marché, voilà qui sont nos concurrents, voilà ce qu'on a identifié. Parce que parfois on peut se dire bah ouais mais moi comme je me lance, j'ai rien à montrer. Ah, si on a plein de Mhm. choses à montrer qui sont son analyse du marché, sa pertinence, le fait qu'on se dise bah voilà nous les parts de marché qu'on veut gagner et voilà comment on avance et donc ça c'est quelque part on doit pitcher l'agence en fait. C'est Euh, ça. et c'est la pertinence du projet parce qu'on est un peu dans un truc à la qui veut être mon associé en fait. C'est qu'à un C'est moment donné exactement ça. il y a vraiment, et c'est bien que tu expliques ce fait il y a toute une période pendant laquelle une agence, elle va préparer des briefs, elle va faire des réunions pour pouvoir valider le projet. Et en fait, quelque part, une agence, elle répond un peu à un appel d'offres. Et pendant cette partie-là, Mhm. elle n'est pas rémunérée, en fait. Les Mhm. rendez-vous pour pouvoir valider si le projet va se faire ou pas, c'est des rendez-vous pendant lesquels une agence, une équipe, ils vont se réunir pour proposer des maquettes de sites internet, des maquettes peut-être de chartes graphiques. Et tout ça, c'est du temps de travail qui n'est pas forcément rémunéré. Alors parce que parfois on peut avoir des clients qui sont sérieux, mais ils font un appel d'offres auprès de plusieurs agences et ils choisissent une agence plutôt qu'une autre. Donc C'est côté ça. agence, ça peut être de perdre le projet. Et c'est Mhm. clair, ce travail-là, on n'a pas envie de le faire quand on a un client qui après dit ouais, finalement, comme tu disais tout à l'heure, finalement, je lancerai ce projet-là plutôt l'année prochaine. Et ça, c'est vrai que Exactement. des porteurs de projets qui débutent n'ont pas forcément ces notions-là en tête. Une fois Mhm. que du coup tu sais que voilà, tu as validé en fait le potentiel du client, c'est quoi l'étape d'après en fait? Une fois qu'on a validé son besoin, son projet, en fait, on fait un call dans un premier temps pour essayer vraiment de comprendre ce dont ils ont besoin pour avancer. Et l'idée de ces calls-là, en fait, c'est pas du tout de leur vendre. Nous, on fait pas vraiment de vente, en fait. On essaie de comprendre le besoin pour savoir s'il y a un bon fit entre ce que l'agence, enfin, ce que la marque recherche déjà, ce dont elle a besoin, ce qui peut être différent, et ce que nous, on est en capacité de pouvoir leur fournir. Et à partir de ça, on va pouvoir dire, voici ce que vous voulez. D'après notre expertise, je pense pas que vous avez besoin de tout, ou alors il vous manquerait ça pour que ça marche bien. Okay. Donc ça, du coup, on peut établir ce dont ils ont besoin. Par rapport à ce qu'ils ont besoin, voici ce que nous, on peut faire. Ça, du coup, c'est pas nous qui le faisons. Par exemple, nous, on fait pas de packaging, par exemple. Donc, si quelqu'un veut du packaging, nous, on le fait pas. Donc là, il y a deux possibilités. Soit on leur dit, écoutez, on peut vous référencer quelqu'un, que ce soit un freelance ou une agence avec qui on travaille d'habitude, ou alors vous allez chercher vous-même quelqu'un, mais là, le packaging, on ne pourra pas s'en charger. On vous fournira la charte graphique sur laquelle la personne pourra se baser pour le packaging, mais ça, on ne fait pas. On n'est pas expert, on ne connaît pas tout ce qui est imprimerie, on est digital, on n'est pas trop papier. Donc l'idée, voilà, c'est de s'accorder sur, en fait, être sûr que ce que nous, on s'apprête à délivrer pour le client, c'est en accord avec son besoin pour lancer son projet. Et on est aussi sûr que, parce que quand on appelle une agence, on s'attend à une expertise euh, et, euh, et un accompagnement, mais aussi du conseil. Donc, on va aussi essayer de pouvoir dire à l'agence, attention, vous avez pas, à la marque, pardon, vous n'avez pas pensé à ça. Pensez bien qu'il va falloir quelqu'un pour vous accompagner là-dessus. Donc, on va essayer aussi, parce que nous, on est une agence d'accompagnement, en fait, on essaie vraiment d'accompagner les marques dans leur e-commerce. Donc, on va vraiment essayer de faire qu'ils aient vraiment une vision globale sur leurs besoins et on leur dit, voilà ce qu'on peut faire, etc. Et une fois qu'on a ça, on leur dit, voilà, ça on peut s'en occuper, voici le prix, ça on peut s'en occuper, voici le prix, ça marche comme ça, c'est une facturation par mois, à l'année, on projet, Okay. etc. On leur propose du coup un budget. On essaie de voir avec eux aussi le calendrier, parce que c'est aussi important de voir un peu quand est-ce qu'ils comptent
attaquer le marché, quoi. Ça se gère différemment un projet qui va être en ligne dans 3 mois ou alors dans un an. Et une fois qu'on a ça, en fait, là, on fait la propale, on envoie le devis pour le budget. Et puis, on va dire que là, c'est le client après qui décide, quoi. Ok. Bah, je te remercie encore une fois d'être aussi précis parce que c'est extrêmement intéressant. Il y a un côté pédagogique dans ce que tu nous livres là comme info qui est intéressant, c'est que tu fais un audit en fait. Et donc, du projet dès le départ pour être capable de dire, oui, certes, moi j'arrive avec ma liste de besoins, ma liste de courses, mais toi tu arrives, tu vas analyser cette liste et tu vas pouvoir dire, aujourd'hui sur le marché, c'est ça qu'il faut et vous l'avez peut-être pas identifié. Et du coup, ce rôle de conseil, il est extrêmement important parce que bien sûr, le digital et le web, c'est un peu des grands mots et on met plein de choses à l'intérieur Ouais. sans vraiment savoir ce que c'est. Et parfois, on va dire, voilà, moi, il me faut absolument telle ou telle chose. Et vous allez dire, mais en fait, c'est pas là la priorité, c'est pas là qu'il faut dépenser le plus d'argent. En fait, vous avez omis telle brique qui est super importante. Donc, et cette partie-là, parfois, elle est, on se rend pas forcément, on a tendance à se dire, bon, bah, moi, j'ai besoin de quelqu'un pour faire mon emailing, bah, il va me faire ma newsletter. En fait, on va vraiment simplifier ça à, bah, c'est envoyer des mails, en fait. Alors que, en fait, un travail en amont de réflexion sur c'est quoi la stratégie derrière, quelle est la niche, comment on travaille ce type de clientèle-là. Et du coup, c'est un vrai travail avec une expertise, bah, quelque part, qui se rémunère. Et derrière, quand on n'a pas tout ça en tête, forcément, parfois, on peut être surpris par les prix, en fait, en se disant, mais non, mais moi, je ne pourrais jamais me payer une agence, c'est des budgets qui sont énormes. Est-ce que tu peux nous donner je sais pas, une idée de prix, je sais pas, moi, pour un entrepreneur qui se lance justement, et qui a besoin de vous pour le site internet et ensuite bah, la campagne publicitaire derrière sur vraiment première collection. Quel budget est-ce qu'il prévoit en fait voilà, je préfère prendre un exemple fictif comme ça, t'as pas à nous livrer d'informations confidentielles et on est vraiment dans, ça peut être un ordre d'idée pour qu'on puisse se dire qu'est-ce qu'il faut prévoir. Quand même. Ben, ce qui est assez marrant, c'est que tu vois, là, il y a des clients des fois qui nous contactent et on va faire cette phase effectivement d'audit et de conseil et finalement on va leur dire en fait vous n'avez pas besoin de nous parce que ça arrive des fois que des clients en fait n'aient pas besoin de nous. Ils disent je veux un site e-commerce. Ok, vous n'avez pas de produit à vendre. Bah en fait faites pas un site maintenant, ça va vous coûter cher pour rien. Faites-vous une page Instagram, bossez dessus pendant 6 mois, un an et revenez nous voir après. Donc en fait il y a aussi cette phase de dire en fait finalement vous n'avez pas forcément besoin aujourd'hui de dépenser de l'argent. Moi je dis toujours qu'un site c'est bien, mais un site qui vend ou qui sert c'est encore mieux. Et les gens qui vont partir en disant je vais monter ma marque, il me faut un site web. Si tu n'as pas de produit à vendre, si tu n'as pas vraiment de produit prêt à vendre et à shipper à ton client, c'est pas forcément nécessaire d'avoir un site e-com, de payer un site e-com dès le début. Peut-être d'abord créer ta communauté. Pourquoi pas faire du crowdfunding. Pourquoi pas faire un petit peu de presse. Donc voilà, il y a plein de choses à faire avant vraiment d'avoir besoin d'un site web. Mais une fois effectivement qu'on a un projet assez mature et qu'on est prêt à vendre, là effectivement on peut parler site web. On va dire que nous, nos tarifs, aujourd'hui, on prend rien en dessous de 10 000. Mais c'est parce que dans ces 10 000, j'inclus tout ce dont j'ai parlé avant, c'est-à-dire le conseil et tout ce qui entoure le site. Parce que le problème que je vois beaucoup de gens venir me voir, c'est qu'ils disent, il me faut un site web. Ils se rendent pas compte qu'un site, c'est pas une fin en soi. Avoir un site web, ça ne sert à rien si le site web, il est juste existant. C'est comme si je disais, je veux ouvrir une boulangerie, bah, il me faut un local. Bah non, si tu as un local, je sais pas, en Meurthe-et-Moselle, c'est pas pareil que d'avoir un local à Paris, aux Champs-Élysées. Donc, un site, ça veut dire, OK, il faut créer un site, il faut un design, il faut pouvoir après faire des paiements en ligne, il faut pouvoir aussi créer du trafic sur le site, faire du marketing, des emails. Donc, voilà, il faut vraiment arriver avec une stratégie. Le site en lui-même ne suffit pas. C'est l'élément central, c'est le socle, mais il y a tout ce qui l'entoure. Et c'est pour ça que nous, on ne vend jamais un site, en fait. On ne vend jamais, tiens, voici ton site. Notre délivrable, c'est très peu souvent un site. À part quand la personne nous dit, bah, tout ce qui est à côté, je l'ai déjà. Dans ce cas-là, on fait, ah, il vous manque un site. OK, on peut le faire. Mais on vendra jamais un site parce on sait très bien que les gens qui viennent nous voir et qui disent, je veux seulement un site, on sait qu'ils feront pas d'argent avec. Et nous, c'est pas rentable parce qu'en fait, nous, on est sur de l'accompagnement. Donc, nous, le vrai argent, on le fait pas sur le site. Pour de vrai, c'est pas là qu'on fait le plus de marge. C'est sur l'accompagnement derrière. C'est, OK, tu as un site. Maintenant, on va t'aider à faire des campagnes sur Facebook, Instagram, Google. Et là, on sait que ça va être des budgets qui vont au début être petits, mais si on arrive à générer de l'argent à la marque, ils vont dire, bah tiens, ce mois-ci, on a dépensé 100 euros sur Google grâce à vous, on a généré 500 euros de vente. Ça ferait quoi si on passait à 500 euros? Ça ferait quoi si on passait à 1000 euros, à 2000 euros, à 3000 euros? Et c'est comme ça qu'on arrive à gérer des budgets à 10 000 euros par mois
sur une Ok. marque, donc c'est un chiffre d'affaires à 100 000 euros à l'année, donc c'est 6 chiffres, et c'est là qu'on fait l'argent. C'est pas sur des sites qu'on peut vendre entre 10 000 et 100 000 qui vont nous prendre 6 mois à terminer. C'est sur l'accompagnement derrière. Donc pour nous, ça sert à rien en fait de faire ce qu'on appelle du one shot, de créer un site. Et c'est pour ça que quand quelqu'un vient, je veux un site, en général, on dit non. On se dit, OK, mais qu'est-ce qu'il y a après le site? Encore une fois, un site, c'est bien, mais un site qui vend, c'est encore mieux. Ok, bah, super intéressant en tout cas de partager ça. C'est vraiment sur au fait finalement, un peu comme, bah, c'est bien l'exemple de la boulangerie, c'est pas juste d'ouvrir la boutique et le premier jour s'assurer que la boutique elle va être ouverte, c'est de s'assurer que bah, dans les 6 mois qui suivent ou dans les 12 mois qui suivent, on a un chiffre d'affaires récurrent. Et du coup, toi, ton Mhm. idée, c'est vraiment de, finalement, c'est je te vends la boutique et tout l'accompagnement qui va faire que tu vas développer du chiffre d'affaires avec cette boutique, en fait. Et c'est ça le plus important, finalement. Euh, C'est ça. et donc, c'est là-dessus, finalement, que tu te positionnes. Et effectivement, on est complètement d'accord sur le fait que bien souvent, on s'arrête à l'étape je veux un site et on n'a pas forcément Mhm. ce qu'il y a derrière. On se dit bah après on communiquera sur les réseaux et puis on verra comment ça prend. Alors que finalement, c'est ça la partie la plus importante et à la limite parfois. Je sais pas si est-ce qu'il faut se dire bah le site internet doit pas coûter si cher que ça par rapport à tout ce que tu dois investir derrière dans l'acquisition. Mhm. Parfois on l'a pas toujours en tête. On a Mhm. tendance à se dire faut mettre tout sur le site internet et toi là-dessus, est-ce que tu me rejoins là-dessus? Parce que parfois, je peux choquer en disant ça. Je dis, mais parfois, enfin, vaut mieux avoir un site presque basique. Ouais. Oui, qu'on a fait nous-mêmes et du moment que le client arrive à aller jusqu'au panier et dépenser son argent, Mhm. et derrière, avoir une vraie belle campagne d'acquisition et mettre son argent sur la campagne d'acquisition client. On est entièrement d'accord là-dessus. D'ailleurs, c'est vrai que moi aussi, je choque parfois. Je me souviens, j'avais donné une conférence il y a 1 ou 2 ans sur Paris et, euh, et j'avais expliqué aux gens, parce que le problème, c'est que les gens qui viennent et qui disent je veux un site, en général, ces clients-là, je les reconnais, c'est des gens qui vont être les plus chiants. Parce qu'ils vont avoir vraiment envie d'avoir un site parfait, au pixel perfect, je veux une image, etc. Et je leur dis, mais votre site, en fait, c'est seulement un outil, c'est pas une fin en soi. Euh, Par exemple, le principe de la homepage. Le nombre de gens qui viennent me voir et me disent, je veux une homepage ouf, etc. Mais je dis, mais quand est-ce que tu regardes la page d'accueil d'un site, en fait? Jamais. Quand tu cherches sur Internet Jean Zara, tu arrives sur une page produit, tu n'arrives pas sur la homepage. Tu sais, tu la connais pas, la page de Zara, en fait, la page d'accueil de Zara. Tu arrives sur les pages les plus importantes. Au début, quand on veut faire du chiffre, c'est les pages produits et les pages catégories. La page d'accueil, il faut la rendre simple. C'est une page de dispatch, une page qui va juste envoyer sur d'autres pages. Et les gens viennent me voir, ah, je veux une vidéo de campagne, je veux des textes, je veux du texte lyrique. Les gens vont pas lire ton texte, de un. Tes animations, les gens les verront jamais parce qu'aujourd'hui, c'est 70% du trafic qui est sur mobile. Donc, on oublie les grandes images et les grandes vidéos, ça ne sert à rien. Il faut un site qui fonctionne au début, effectivement, quitte à le faire soi-même si effectivement on n'a pas la thune pour se payer une agence. Mais au début, le site, c'est un outil. Quand on regarde les pages d'un site les plus vues, c'est pas la page qui sommes-nous. Les gens prennent du temps à rédiger les pages qui sommes-nous, ils veulent une histoire de leur marque. C'est 1% de ton trafic qui va la voir, cette page-là. Bosse tes fiches produits, bosse tes descriptions produits, prends des belles images, fais des avis, bosse là-dessus et ton site il convertira en fait. Et c'est pour ça aussi qu'une agence c'est intéressant parce que c'est des conseils qu'on peut donner parce que nous ça fait 10 ans qu'on bosse dans l'e-commerce. Donc on a toutes les stats, tous nos clients, on a accès à leurs stats et on voit très bien quelles pages font de l'argent, quelles pages font du trafic. Et donc on peut se permettre effectivement de dire aux gens non, ta page d'accueil elle n'est pas si importante que ça. Bosse ta page produit, ta page grid, la page qui sommes-nous, la page contact, enfin une page contact qui s'en sert maintenant. Un email en bas dans le footer, ça suffit, hein, ou un Instagram, c'est une page contact, ça sert. Enfin, voilà. Donc effectivement, on choque aussi des fois les gens qui ont des préconceptions sur ce qu'est un site e-commerce, et c'est pour ça aussi qu'on est là pour leur faire gagner du temps, pour ne pas perdre du temps et de l'argent à faire des choses qui dans tous les cas ne serviront à rien, et se focus sur le principal, c'est-à-dire faire fonctionner le business et vendre des produits en ligne. Ok, bah écoute, je te remercie encore une fois pour être bah, aussi franc dans le discours et aussi direct parce que, à mon avis, c'est effectivement dans la mode qu'il doit y avoir les clients les plus exigeants sur les apparences, sur le rendu de la homepage, sur finalement des pages qui sont des détails d'un point de vue business. Mais Mmh. effectivement, il y a une espèce de, j'ai une idée dans la tête de comment doit être mon site et parfois, bah, c'est une idée rêvée qui est pas du tout performante et efficiente en termes de comment tu vas faire de l'argent. Mais on Mmh. a ça en tête et parfois on est un peu guidé par cette
ce souci du paraître, en fait, qui est complètement Mhm. déconnecté de la performance de la page et de comment faire de l'argent. Et c'est important que toi, tu puisses dire, bah, moi, j'ai l'expertise de ce secteur-là. Donc, quand je te donne ce conseil-là, c'est vraiment pour t'expliquer à quel point l'idée, c'est ton site, c'est une boutique qui doit te permettre d'aller récupérer le code de carte bleue finalement de ton client pour qu'il achète. En fait, Mhm. c'est pas pour qu'il passe des heures sur ton site à regarder une vidéo, mais finalement pas aller vers l'acte d'achat. Mhm. C'est ça. Et ça, c'est ça, parfois, je me vois avec certains clients avoir des grandes discussions sur ces sujets-là où ça Oui, peut faire l'objet de débats et parfois on se dit, bon, c'est pas grave, un c'est jour, ça. tu comprendras. Tu comprendras. Oui, parce que non, mais c'est vrai que je comprends, c'est important le branding, l'identité d'une marque. Mais il y a tellement d'autres moyens plus efficients de communiquer un branding de marque, surtout maintenant sur les réseaux où c'est un passage, je pense, obligatoire pour les gens qui veulent connaître une marque. Je pense que les gens vont beaucoup plus aller voir les posts Instagram d'une marque plutôt que la page qui sommes-nous. Donc, si on veut effectivement faire un branding, c'est par ces réseaux sociaux, c'est par les emails qu'on envoie, c'est par les contenus concrets. Donc, il y a d'autres moyens aujourd'hui beaucoup plus efficients pour communiquer une vraie identité de marque et c'est important d'en avoir une aussi. Je suis pas en train de dire qu'il faut un site blanc et bleu avec des logos et une page produit. C'est important d'avoir une identité de marque visuelle et aussi dans le ton et dans l'esprit qu'on a. Euh, mais il y a des moyens plus efficients, moins coûteux et plus fun à mettre en place que passer un mois à bosser sur une homepage pour des textes que les gens ne liront dans tous les cas même pas. Non, non, mais du coup, c'est vraiment faire des arbitrages, en fait, savoir où est Mhm. le consommateur potentiel et quel est le type de contenu qu'il regarde quand il est à tel endroit et se dire, oui, sur Instagram, toutes les informations qu'on mettrait dans la page qui sommes nous, il va prendre le temps peut-être de les lire sur Insta, si c'est fait de manière assez ludique. Et par contre, sur le site, clairement, il faut soigner le panier et toutes les étapes qui vont vers l'acte d'achat. C'est ces étapes-là qu'il faut Mhm. soigner davantage parce que le site, au final, il sert à ça, en fait. C'est Vraiment. ça. Mhm. C'est ça qu'il Ouais. faut avoir en tête. Ok, moi pour finir, les questions que j'aurais pour toi, c'est depuis que tu as créé ton agence, tu dis voilà que tu as 10 ans d'expérience, est-ce que par rapport aux clients que tu as eu ton client de rêve en fait? Vraiment la marque que tu voulais avoir ou même si tu l'avais pas listé, le projet où tu t'es dit waouh, je suis vraiment super content d'avoir pu contribuer à cette campagne-là. Ce Mhm. projet-là, vraiment, c'est un kiff en fait. Peut-être que tu en as eu plusieurs, tu vois, mais je pense qu'on Mhm. on a tous enfin j'espère en tout cas des projets où tu es là, tu te dis mais je suis trop content d'être sur ce deal-là, cette campagne elle est Mhm. géniale, enfin tout est parfait quoi. Et ben faut espérer. Et après ce que vous avez fait comme job, ça a fait que c'était parfait aussi quoi, parce que l'idée c'est que Mhm. le truc qui marche super bien quoi. Ouais. Alors, c'est vrai que quand j'ai commencé, j'avais pas vraiment cette idée d'une liste de clients que j'aurais bien aimé avoir à ma client de rêve. Par contre, effectivement, il y a des projets où je me suis vraiment dit, waouh, je suis vraiment content d'être là. Je suis vraiment content de faire partie. Je suis reconnaissant d'avoir été appelé. Mmh. Parce que des fois, parce qu'encore une fois, le monde de la mode, c'est beaucoup de bouche à oreille. Donc, quand quelqu'un m'appelle que je connais pas, mais qui a été recommandé par un de mes anciens clients, etc., je suis reconnaissant d'avoir été recommandé et appelé. Ça me réconforte dans le fait qu'on fait un bon travail. Donc, je suis encore plus reconnaissant pour mon équipe et mon associé avec qui, voilà, ils font en sorte que tout se passe bien. Et effectivement, il y a des projets où des fois, je me pose comme ça et je me dis, ouais, je suis en train de faire ce projet-là pour cette marque-là. Et j'aurais jamais pu, je pense que dans mes rêves les plus fous, j'aurais jamais imaginé ça il y a quelques années, quoi. Je me dis, là, je suis vraiment dans le petit cercle qui va créer la campagne, que dans 6 mois, plein de gens vont voir et c'est une marque qui va être citée après dans des films, etc. Et je me dis, je fais partie un peu de l'histoire de la marque. Et ouais, c'est un peu fou, j'avoue. C'est un petit peu fou. Des fois, on s'en rend pas compte, on s'en rend compte un petit peu après, quoi. Une fois, on disait, on rappelait, on était en train de faire une réponse à un appel d'offres d'une marque de chez LVMH. Et puis comme ça, je crois que j'en parle à ma famille, et puis ils font, tu bosses pour LVMH? Je fais, ah, ouais, c'est vrai que je bosse pour LVMH. Et donc, et du coup, c'est assez marrant de se rendre compte de ça. Mais ouais, on a fait plein de projets comme ça il y a quelques années, j'aurais jamais cru qu'on participerait sur ce projet-là. Et c'est des projets qui, en grande majorité, même en totalité, je pense, ont très bien fonctionné derrière. On a eu des très bons retours clients. Et donc, ouais, donc c'est assez fun de s'en rendre compte, de prendre un peu step back et de se rendre compte de ce qu'on a, du chemin parcouru. Donc, c'est assez ouf.
Bon, bah écoute, bah, contente pour toi, parce que c'est tout Ouais. ce qu'on souhaite, en fait. C'est vraiment effectivement, de s'éclater dans son job, mais aussi parce que c'est beaucoup des histoires de relations, en fait, tous ces jobs-là, d'être Mhm. sur un projet qu'on aime bien, d'être avec une équipe avec laquelle ça se passe bien. Et puis après, quand on a les bons résultats, bah, c'est effectivement ce qui fait plaisir. Certains diront oui, mais quand il y a LVMH, ils ont les moyens, ils ont des belles marques, donc c'est difficile de rater. Certains pourraient dire ça. Mhm. Mhm. Mais il y a pu avoir des choses qui n'ont pas si bien marché que ça pour eux. Si on pense à la marque de prêt-à-porter Rihanna, par exemple, alors ça marche très bien en beauté, ça marche très bien en lingerie, mais pour le coup, il y avait LVMH derrière et en prêt-à-porter, en tout cas, ils se sont arrêtés. Mhm. A priori, quand ils s'arrêtent, c'est plutôt que ça marche pas si bien que ça. Donc, il faut pas se Ouais. dire que tout est easy, tout est facile. Il y a beaucoup de travail derrière. Bah, C'est écoute, clair. moi, les questions que j'avais à te poser, ce sera tout pour le moment. J'ai eu plein d'infos super intéressantes et j'ai hâte de les partager avec mes étudiants et les différents entrepreneurs qui vont écouter cette petite interview. Je mettrai bien sûr en lien les liens vers l'agence. Et puis bon, les gens sont informés, vu qu'ils ont regardé la vidéo jusqu'au bout, que avant de t'envoyer un message, il faut qu'ils aient un projet bien rodé. Donc, S'ils veulent une réponse, en tout cas. voilà. Donc, Ouais. du coup, l'idée, c'est de pas en abuser, mais de le faire quand on sent qu'on est prêt, puisque tu as évoqué aussi des notions de budget. Donc, je pense que ça permet de faire le filtre aussi assez facilement. Je te remercie beaucoup pour ton temps, ta disponibilité et ta franchise, et la franchise et la transparence avec laquelle tu nous as partagé des infos aujourd'hui. Je t'en prie. Merci pour ton invitation. C'était un plaisir. Merci beaucoup. À très bientôt. Au revoir.